Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 167. Malheureusement, je n'ai pas pu, je dirais, articuler dans un même poste ce que j'avais promis, qui était le marxisme, je dirais, morne ou désenchanté, puisque la première chronique m'a pris beaucoup de temps, et Dieu sait que j'aurais pu développer encore, sur l'éthique, la croyance et la conversion. Bon, toujours est-il que je vais effectivement traiter de ce sujet dans la chronique qui nous amène, en l'occurrence la chronique 167, qui est désormais celle-ci. Et je voudrais parler justement de ce marxisme désenchanté, puisque constatons que Marx a raison dans l'analyse de la société de plus en plus, je dirais, mondialisée, dont le libéralisme et le capitalisme est incontournable. Et pourtant, rien ne se passe. Même s'il s'agit maintenant, je dirais, de s'interroger sur les capacités des systèmes politiques à maîtriser les forces à l'œuvre dans l'accomplissement du programme baconien, on peut considérer que, effectivement, les défaillances de la démocratie est regrettable. En critiquant à bon droit le capitalisme et l'individualisme que je pourrais appeler d'essence bourgeoise, bien qu'aujourd'hui il faudrait le requalifier, mais pourtant le sens est à l'identique, il est au XIXe siècle ce qui est le petit bourgeois, entre guillemets, de nos jours, ben finalement, il n'y a aucun intérêt à vouloir essayer d'améliorer, voire apporter un nouveau concept à la démocratie moderne. Les gens, d'une manière générale, les peuples, suivent ni une démocratie représentative, car la représentativité est tout à fait, je dirais, devenue presque obsolète, et on peut même considérer que le marxisme aujourd'hui, comme étant la source d'une éthique qui dirige principalement l'agir vers l'avenir, et qui puise, je dirais, les normes qu'elle impose au présent, étant donné que ce nouvel impératif s'adresse, je dirais, beaucoup plus à la critique publique qu'à la conduite privée, je dirais qu'il s'avère nécessaire de faire appel à un gouvernement capable de répondre aux nouvelles requêtes qui naissent des progrès des technologies convergentes en général. Sans oublier, bien entendu, de l'ingénierie, je dirais, génétique en particulier. Il faut bien comprendre que la nature réclame une éthique de la responsabilité à long terme. On le voit bien. Et commensurable à la portée de notre pouvoir. Alors je dirais bien qu'elle réclame au nom même de cette responsabilité un nouveau type d'humilité de la petitesse, comme celle d'autrefois, mais l'humilité qu'exige la grandeur excessive de notre pouvoir, qui est un excès de notre pouvoir, de faire sur notre pouvoir, d'évaluer et de juger. Alors, le pouvoir d'agir de l'homme, aujourd'hui, a été décuplé. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Cependant, je voudrais préciser que non seulement la science n'a pas la maîtrise de sa propre maîtrise, mais ce pouvoir sans cesse grandissant ne lui permet pas de faire des prévisions à long terme. On le voit bien aujourd'hui. Tous ceux qui sont à la tête des indices et des organes pouvant peut-être se projeter, n'arrivent pas effectivement à donner des explicatifs tout à fait, je dirais, cohérents. Alors, il importe dès lors de rechercher un contre-pouvoir.
Et c'est là où finalement le bas blesse. Ce contre-pouvoir qui pourrait consister à trouver le système politique capable d'intégrer cette urgence, je dirais, et cette nécessité afin de juguler les dérives des biosciences auxquelles est exposé aujourd'hui l'être humain, avec cette idée du transhumanisme et de l'importance de l'intégration des nouvelles technologies, y compris même dans cette alliance que d'autres ont vue d'une façon peut-être un peu plus visionnaire auprès de la science-fiction, telle que je voudrais ne pas nommer L'homme qui valait 3 milliards, où son bras, son œil et ses deux jambes appartiennent à, je dirais, au gouvernement et plus particulièrement à des sociétés, à des cartels, entre guillemets, privés sur fond spéculatif et d'une course effrénétique à la concurrence financière. Alors il s'agira bien entendu donc de trouver un régime politique susceptible de préserver l'être humain et son image traditionnelle, bref sa dignité, étant bien entendu que le système politiquement le plus efficace et donc éthiquement, je dirais, le meilleur est celui qui est capable de ralentir le progrès technique, voire de l'interrompre dans certains cas, quand il devient, je dirais, maléfique. Alors je sais que certains vont dire, oui, tu veux empêcher le progrès. Non. Je fais bien la différence entre le modernisme et le progrès. Le progrès est un élément qui permet à tous d'en bénéficier. Ce qui est un progrès aujourd'hui, c'est d'être vacciné de la rage. Ce qui est un progrès, c'est d'être capable d'être opéré pour qu'on nous retire l'appendicite ou une opération qui permette effectivement à tout individu, parce que c'est ça, le progrès doit être surtout s'adresser, ça doit être quelque chose qui ne peut pas être réservé à une minorité. C'est un savoir qui ensuite va être utilisé pour, et qui a fait cas d'école, pour l'intérêt, je dirais, du commun. Le modernisme est un autre problème. Certains penseurs traditionnels se sont attaqués au modernisme comme une forme d'aliénation. Je vais être un peu vulgaire, mais je pense que le modernisme aujourd'hui, c'est l'individu qui possède une multitude d'ordinateurs outrancièrement coûteux et qui ne peut pas partir en vacances parce que de peur de se faire cambrioler. Bon, au fond, il est esclave du matériel. C'est ce que je pourrais appeler une certaine forme d'aliénation du modernisme. Ça, c'est pour ma petite image, afin d'étayer les choses. Bon. Toutefois, je dirais qu'il importe de préciser au passage qu'après la comparaison faite des systèmes politiques, il est possible que la compulsion au progrès technique ne soit plus liée à son sol organique, politiquement libéral et économiquement capitaliste. Beaucoup savent aujourd'hui que le capitalisme est en train finalement de décliner, non pas par les coups de boutoir d'un mouvement révolutionnaire profondément marxien, bolchevique, mais bel et bien, je dirais, portant les graines en son sein de sa propre destruction et son propre anéantissement. Le corporatisme, la rationalité instrumentale, les solutions purement techniques pour juguler les crises n'échappent cependant à aucun système politique. On voit très très bien. Nous vivons encore, je dirais, avec les séquelles de la crise des subprimes. Alors, la technocratie a gagné, comme je dirais, toutes les parties du monde, toutes les tendances, que ce soit la dictature en Birmanie, que ce soit même ce qu'on pourrait qualifier comme étant le socialisme à la chinoise en Chine, ou le libéralisme américain. Ils n'y ont pas échappé. Le perfectionnement, je dirais, de la technique pour administrer le monde technologique s'impose partout. C'est un fait factuel. On ne peut pas. C'est un élément qui se traduit jusqu'au quidam du citoyen lambda qui, avec son dernier iPhone, prend, je dirais, la route du travail à travers le métro ou le tramway. Donc, aujourd'hui, ce sont des éléments qui
sont incontournables. Et la technocratie est sur toutes les lèvres. Cependant, je voudrais dire que malgré cette hégémonie du libéralisme politique et économique, eh ben, on pourrait estimer qu'une politique économique basée sur les besoins et non sur les compétitions, avec le souci de l'égalité et de la justice sociale, suivi par exemple d'un style de vie austère, serait favorable à une certaine forme de nouvelle éthique. Bien entendu, il faudra des restrictions sévères. Peut-être même les perspectives pour une éventuelle stabilisation semblent-elles, je dirais, semblent-elles meilleures dans un système socialiste amélioré, pourvu bien entendu qu'il soit mondial, avec la possibilité que dans cette affaire, il soit aussi, je dirais, totalitaire, pas dans le bureau, pas dans l'administration, mais plus dans les choix qui seraient, je dirais, des choix qui permettraient de réguler une certaine économie incontrôlée ou incontrôlable. Alors, il faudrait entreprendre une reconstruction de la pensée marxienne, avant même, je dirais, Habermas, pour réinterpréter, je dirais, son rôle de façon radicale, en la présentant comme ce qui empêche le malheur et non ce qui apporte le salut. Alors bien entendu, certains vont me dire, en renonçant à son souffle vital, c'est l'utopie, quoi, en fait. Ben non, reconstruire ne signifie pas restaurer ni de renouveler la pensée marxienne. Que les choses soient claires là-dessus, je vais assez insister. On sait qu'effectivement, il y a eu des essais qui ont été suite à son effondrement, hein, dans la post-modernité, soyons honnêtes. Et reconstruire selon et après Marx. Ça signifie que dans le contexte qui nous occupe, que l'on démontre une théorie et que l'on reconstitue sous une forme nouvelle pour mieux atteindre le but qu'elle s'était fixé. C'est la façon normale de traiter une théorie qui, sur bien des égards, doit faire, je dirais, des révisions, mais dont le potentiel de stimulation n'est pas encore épuisé. C'est la grande erreur que commettent beaucoup, je dirais, d'ignorants faisant l'éloge du capitalisme et du libéralisme, qui, effectivement, ont des trains de retard. Alors je dirais que avoir ainsi recours au marxisme exige, je dirais, à coup sûr une certaine méfiance vis-à-vis du pluralisme démocratique, dans la mesure où il assure la permanence d'un progrès compulsif, mais incontrôlé, voire incontrôlable. La capacité de la démocratie à maîtriser le pouvoir de la technique est confinée. Ça, c'est une évidence. Et la démarche que j'essaye d'entreprendre consiste à faire une comparaison systématique des acquis et des méandres des systèmes capitalistes et marxistes, mais à considérer leur aptitude à remplir une fin qui serait étrangère à l'un et à l'autre, en vue de parer une catastrophe de l'humanité sous le règne des biotechnologies. Et effectivement, on pourrait extraire certaines analyses sur des aspects socio-politico-économiques des deux systèmes qui l'amènent à épouser les visions du régime social et de saper le capitalisme dans ses fondements en restant confiant face à des promesses, certaines formes de socialisation. Alors, au caractère irrationnel d'une économie dominée par la recherche du profit, ben, ma foi, le social ou le socialisme peut opposer la promesse d'une plus grande rationalité dans la gestion de l'héritage, et, je dirais, la planification centrale selon les besoins collectifs devrait pouvoir éviter une grande partie de l'usure du mécanisme de la concurrence et la majeure partie de l'aberration d'une production de marché visant, in fine, à exciter le consommateur, donc servir le bien-être matériel tout en économisant davantage des réserves naturelles. Alors, je suis en désaccord sur le caractère mercantile du capitalisme, souvent soit invoqué par certains détracteurs, ou je dirais vanté par certains, je dirais,
certains adeptes, qui non seulement peut avoir une conception agressive de la nature, mais l'exploite, et l'être humain à des fins pécuniaires, le sacrifiant ainsi sur l'autel du profit, et je dirais une certaine forme de néo-socialisme, de nouveau socialisme, apparaît finalement au fond comme une sorte de marque mieux indiquée et qui mettrait l'homme au centre et le prémunit ainsi contre la gabegie que provoque la concurrence et la recherche effrénée du profit, puisque quel est l'élément qui serait possible de mettre en place pour justement combattre, ou plus exactement transformer cette recherche effrénée du profit. Il faut comprendre qu'il y a un certain enthousiasme dans le système économique marxiste. Quand on étudie Marx, on peut considérer que c'est une forme de science positive et peut contribuer, je dirais, à l'enracinement de l'éthique, de la responsabilité qui doit être confiée à une élite suffisamment éclairée et soucieuse des intérêts de la communauté, du commun. Alors, comment essayer de se référer effectivement à certains éléments qui ont existé, qui pourraient être empruntés, tantôt chez Platon, tantôt chez Socrate, ou même chez Aristote, et qui seraient confiés finalement à ces honnêtes citoyens, et qui s'imposent, je dirais, de fait comme les plus aptes à diriger la cité pour mener vers de bénéfiques horizons. Les décisions au sommet, qui peuvent être prises sans consentement préalable à la base, ne se heurtent à aucune résistance dans le corps social. Pas de conséquences sur le corps social. Si ce n'est que peut-être une résistance passive et à présupposer. Bon, un degré, je dirais, minimal de fiabilité de l'appareil, elles peuvent être certaines d'être mises en œuvre pour lui, je dirais, de manière générale, dans le système, les menaces qui pèsent sur l'être humain ne pourront pas être éliminées par un libéralisme éthico-politique. Avec le fait de mettre une éthique au libéralisme, c'est une blague nationale. Alors, je ne parle pas du libéralisme primitif d'Adam Smith, je parle du libéralisme tel qu'il est établi aujourd'hui, puisqu'il obéit à son alter ego qui est le capitalisme, et avec son option spéculative. Donc, la conception dominante dans le monde occidental devient la conception libérale de l'État comme institution correspondant, je dirais, à des fins censées garantir la sécurité des individus, mais à l'intérieur de laquelle elle doit laisser l'espace le plus large au libre jeu des forces, et surtout s'immiscer aussi peu que possible dans la vie privée. Vous savez, surtout le système un peu d'autogestion. Dommage, parce que je pense que le système yougoslave aurait pu être exploité, développé et peut-être plus adapté. Mais bon, là c'est encore un autre problème. Alors ce que d'autre part l'individu fait de l'espace de liberté réservé à son existence, qui lui est publiquement garanti, c'est son affaire et non celle effectivement d'un État. Alors, on peut dire que de telles mesures politiques peuvent faire l'objet d'un processus démocratique, mais sont urgentes devant un avenir menaçant. Alors certains parlent de despotisme éclairé, ou d'une tyrannie bienveillante, bien informée, d'où qu'elle vienne, et animée par le juste, ou compréhension des choses. La chose est assez aisée. Alors, effectivement, dont on a besoin à l'ère des technosciences, le marxisme ne peut pas être mis, je dirais, dans la même balance que certains régimes se prétendant du marxisme,
et qui finalement, au fond, n'ont été que des dictatures de l'individu. Je prends le cas par exemple de la Roumanie de Ceausescu, ou même, n'ayons pas peur de le dire, l'Albanie d'Enver Hoxha. Le marxisme ne deviendra aussi effectif qu'efficace qu'à condition qu'il se défasse de l'aspect, je dirais, on peut dire utopique, que représente la technique poussée à l'extrême, et qui expose l'être humain à ce que je rappelle, à la destruction, voire à l'anéantissement. En effet, les pouvoirs inédits des technologies convergentes ont rendu manifeste la fragilité, je dirais, de l'homme, mais ont aussi remis en cause sa dignité, son existence, ainsi que celle de toute l'humanité. Pour par exemple, n'ayons pas peur de le dire, qu'il s'agisse de la destruction de l'environnement, du trou de la couche d'ozone, des catastrophes climatiques, des dangers de la technologie ou de la technique nucléaire, de l'armement, de l'euthanasie, de la technologie génétique. Les conséquences, je dirais, les modes de vie des sociétés avancées risquent de conduire à une apocalypse. En tout cas, toujours est-il, il y a des gens qui la vivent déjà. Alors, comment aujourd'hui voir cette éthique qui est en mesure de répondre au domaine d'application de notre époque hautement technicisée? Alors, la responsabilité éthique a été traduite dans une langue homogène ou politique pour rendre, je dirais, efficace son impératif. Mais il est aussi nécessaire de prendre en compte quelques réticences à l'égard du principe de la responsabilité au-delà de ce versant politique. Premièrement, qu'elle soit parentale ou politique, le principe de responsabilité légitime une certaine forme de paternalisme. Et c'est en cela que certains y voient une sorte de tyrannie bienveillante que j'ai parlé plus haut, bien informée, et ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, je le déplore, de marxisme désenchanté, qui constitue le cadre pratique de son éthique. Quand je parle de marxisme désenchanté, il faut bien comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce n'est pas un marxisme appelant effectivement le grand soir, mais un marxisme pragmatique, jugeant sur pièce. Qui pourrait constituer effectivement un cadre pratique de son éthique. Alors, bien entendu, une telle approche de la politique en général et du marxisme en particulier, comme rempart à la rationalité instrumentale de la science et de la technique, peut nous rendre sceptiques dans la mesure où la politique est sacrifiée sur l'autel des marchés financiers qui ont finalement sapé la neutralité des technosciences, et surtout lorsque l'on sait que le marxisme, ma foi, a échoué une bonne partie de cette décennie, et en guise d'exemple, je dirais, on peut penser par exemple à l'affaire Lysenko, avait fait un usage impropre de la génétique pour des raisons politiques. Deuxièmement, on peut reconnaître aussi une certaine faillibilité, au moins un doute, quant au système politique qui paraît, je dirais, conjurer le revers des technologies convergentes. Alors l'humanité possédée, ce serait plutôt le terme, par le consumérisme du bien-être, pose, je dirais, en toute sa radicalité, l'ancienne question du pouvoir des sages. En d'autres termes, quelle force doit représenter le futur dans le présent? Et il s'agit d'une question philosophique, politique, sur laquelle beaucoup ont des idées, malheureusement probablement souvent chimériques, sûrement impopulaires, et même, je dirais, le plus souvent restant à l'état de discussion. Alors, effectivement, comment pouvons-nous essayer d'apporter, je dirais, un doute radical quant à l'efficacité d'une organisation politique, qu'elle soit démocratique ou marxiste,
de la responsabilité, excepté, bien entendu, excepté seulement une élite, qui est en mesure d'assumer du point de vue éthique et intellectuel la responsabilité envers le futur, je dirais, par nous prospecter. Alors, cela est assez complexe parce que, premièrement, je pourrais dire que nous constatons effectivement que la démocratie n'a plus d'armes pour se défendre face à un marché globalisant. Même si la critique doit rester quand même d'obédience platonicienne, mais après Platon, il n'est pas le seul à faire le procès de l'État-entreprise, que peut être également la démocratie face au marché. De plus, je dirais que Platon, penseur contemporain comme par exemple Cornelius Costariadis ou Jacques Rancière, en passant par Alexis de Tocqueville, les critiques de la démocratie ne cessent de fuser. Et je pense qu'on ne doit pas s'attendre à ce que la doxa ou l'opinion doit être retenue, et de la prudence dans une civilisation qui met l'accent, je dirais, sur la consommation et le plaidoyer de l'utopie du progrès illimité et pas pour tous. Je pense que le peuple aujourd'hui est à l'image d'un enfant irresponsable à qui il faut montrer le chemin, qui doit être éduqué, éclairé. La responsabilité qu'on pourrait qualifier d'expressément parentale, c'est-à-dire d'une certaine forme de paternalisme, exige qu'on fasse le bien des autres, le cas échéant, je dirais malgré eux. On le voit bien. Je prends un cas précis. Tout le monde est conscient que ce gouvernement est en train de vendre les meubles du pays. Une partie de la population essaye de manifester. Tout le monde est conscient qu'il y a effectivement une disparité du social, des institutions, et souvent malgré eux. Alors, est-ce que le règne de la démocratie est celui du relativisme, où chacun dit « je pense que c'est le règne de la parole instable ». Platon, par exemple, dans Le Menon, considère que l'opinion en démocratie est l'image des statuts unis de mouvements qu'on néglige de fixer et qui sont instables. La démocratie est un savoir pour atteindre une fin et constitue donc un système absurde. La majorité peut se tromper, ainsi qu'il en a été pour Galilée, par exemple, qui avait raison contre tous. La vérité n'est pas l'appanage du suffrage universel, c'est la grande problématique des 12 crétins sur 3 intelligents. J'évite aussi d'utiliser trop ce genre de terme, donnant finalement des gages à ceux qui voudraient réhabiliter une certaine forme de fascisme. Mais la démocratie est le lieu où règne le désordre par excellence. Et c'est pour cela qu'il faudrait peut-être revenir par humilité à une sorte de gouvernement des sages. Mais reste à savoir de qui ce pouvoir des sages tire et tirera, je dirais, sa légitimité. Même si cela repose sur la nature des choses, s'impose de ce que l'on a compris, de la réalité, la nature du danger absolu, du nihilisme et des technologies convergentes, que l'on adhère à une métaphysique finaliste, contrairement, par exemple, à la conception heideggerienne. Et finalement, pour légitimité, je dirais, une sorte de pouvoir politique qui invite celui-ci à sauver l'humanité du nihilisme, de la techno-scientifique, dans lequel la modernité l'a engagé. Si, je dirais, sa philosophie politique découle de son fondement et de son refus de considérer les aspects positifs émancipateurs du nihilisme destructeur de toute valeur, même de vérité absolue, et de tout dogmatisme. Mais elle reste une politique autoritaire et non démocratique qui accorde le pouvoir à une oligarchie,
Finalement, ce serait de changer un système par un autre qui, finalement, aurait exactement les mêmes rouages. Et cette politique axée sur le gouvernement des sages est un élitisme néoplatonicien qui monopolise le vrai savoir et la sagesse, et qui est donc seul habilité à imposer les lois, les règles à la masse ignorante, irréfléchie, inéducable, bref. Certes, l'exercice de la démocratie n'est pas simple dans les sociétés technoscientifiques complexes, mais le retour à des formes de gouvernement de légitimation pré-moderne, avec un abandon idéal démocratique, ne constitue pas une réponse acceptable. De toute façon, il y a quand même un fond de scepticisme quant à l'efficacité politique face aux technologies convergentes. Alors, comparé avec le caractère extrêmement artificiel de notre environnement technologique constitué, je dirais par exemple d'électroniquement intégré à des habitudes qui correspondent à la police grecque, à la presque neutralité, l'intimité d'un fait organique. Pour cette raison, hélas, sa sagesse est pour nous une chose du passé, le paradigme qu'elle constituait n'est plus valide. La technologie est plus forte que la politique aujourd'hui. Elle est devenue ce que Napoléon disait qu'était la politique, en fait un destin. Alors, attendons-nous finalement à avoir une déchéance complète, une misère endémique? Plus cette technologie devient élitiste, plus elle devient chère et inaccessible. Et est-ce que finalement les populations, n'ayant plus accès, pour des raisons que je viens d'étayer, des raisons financières, des raisons de coûts, seront-ils pas obligés de revenir finalement à des choses plus simples, puisque malgré eux, ils n'auront peut-être pas de choix à essayer de revenir vers une sorte de sociabilisation plus naturelle, peut-être plus primitive, pour des raisons d'appauvrissement. Je pense qu'à travers l'histoire, nous pouvons constater effectivement une forme de retour idéal dans certains éléments face à une situation devenue précaire. Je prends par exemple la crise de 29. Les individus avaient finalement capacité à se renouveler et à revenir à l'essentiel, puisque nous pouvons faire face à une véritable situation de crise. Faut-il attendre effectivement qu'un certain monde s'effondre, que cette technologie de plus en plus incontrôlable finalement ne garantisse un certain niveau de vie qu'à un faible nombre de plus en plus réduit d'individus? Tout cela sont des réflexions qui devraient effectivement nous interroger. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était une petite réflexion sur l'éthique et je dirais, la technologie, sur le transhumanisme, sur ce que finalement, au fond, sommes-nous encore capables de pouvoir trouver une alternative, puisque nous avons rejeté effectivement tous les pères fondateurs qui ont été utilisés pendant une certaine période de l'histoire et dont nous les avons condamnés. Serons-nous capables de pouvoir se battre contre ce que nous avons créé? L'avenir le dira. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique.